Merci, c'est magnifique là. Vous allez très bien tout entendre là-bas, je vous assure. Et ce soir, c'est vraiment un jour spécial. C'est une date. C'est pas une date historique. Il y en a déjà, il y en a trop. Une date, disons, anti-historique. Une date céleste. Parce que s'il n'y avait pas on n'a pas vu le ciel aujourd'hui de toute la journée et on ne verra pas les étoiles sur le moment de la nuit, ici sont les étoiles. Vous, messieurs, mesdames qui sont tous là. Et bien évidemment, les deux acteurs et le traducteur de Peter Handke. Alors, je ne sais pas comment continuer. je vais juste... on va faire donc 2 séances de lecture. Rüdiger Vogler, est-ce que je le présente? Oui, quand même, parce que c'est lui qui a joué le premier avec 4 autres acteurs. Publikum Beschimpfung, Outrage au public, en 1960 et quelques. À Francfort, c'était la première mise en scène mondiale de la pièce Outrage au public de Peter Handke. Et depuis là, Rüdiger et Peter Handke, c'est une longue histoire où ils se sont croisés, où Wim Wenders est arrivé dessus, et Rüdiger a joué dans le premier film de Wim Wenders, un des premiers grands films de Wim Wenders, l'angoisse du gardien de but au moment du penalty, faux mouvement, Alice dans les villes, etc., etc. Et le théâtre continue, et maintenant toujours, surtout en Allemagne. Hein. Tu ne fais plus rien. Tu fais... Ah ben voilà, c'est une annonce. En plus, ce soir, on a une annonce. Rüdiger Vogler ne fait plus rien. Ben, moi non plus. Et André Marcon, je le présente quand même, ou pas? Je le présente, donc... vous le connaissez du théâtre, un grand acteur de théâtre avec Planchon, Vitesse, Luc Bondy, qui a fait aussi lui-même des mises en scène, et le célèbre Discours aux animaux de Valère Novarina. Et André, on a eu une séance aussi magnifique de lecture avec Bruno Gans à Cerisy. Je m'arrête, sauf qu'il faut que je continue parce que j'ai oublié de parler de Pierre Stapf, qui est là, parce que j'ai dit je suis heureuse, mais nous sommes heureux, Pierre et moi, et surtout je suis très heureuse d'avoir rencontré Pierre grâce à Julien Lapère de Cabane, ici présent, le traducteur de Peter Handke, qui m'a dit, je cherchais un jeune libraire qui parle allemand. Je n'ai jamais pensé franco-allemand, je me suis dit, au moins, il fallait qu'il parle allemand. Et Julien m'a dit, j'ai un ami, c'est lui, là, Pierre Stapf. Et depuis, on fait partie de la constellation du ciel continue, s'agrandit avec le char céleste de Pierre Stapf et moi aussi. Tous les deux, on est un tandem magnifique, n'est-ce pas? Et donc Julien Lapère de Cabane va ensuite, après la lecture des deux acteurs, va raconter de ses expériences au pluriel, puisqu'il a déjà traduit plusieurs livres de Peter Handke, de la traduction et du livre. Voilà. Je crois que pendant la lecture, on ne peut pas, on va arrêter d'ouvrir la porte. Madame, il faut que vous alliez au fond. Excusez-moi. Voilà. Où est le grand écrivain? Mais vous n'avez pas besoin, il est là, il est dans le texte que vous allez entendre. Merci. Rüdiger, je t'en prie, à toi. Le traducteur, c'est rien. Le traducteur, tu veux parler maintenant, traducteur? Tu préfères qu'il parle? Bah Julien, viens. Je pense que la lecture c'est bien.
Bon, ich lese auf Deutsch, je lis en allemand. Mein Tag im anderen Land. Das ist eine Dämonengeschichte, steht hier. Une histoire des démons. Und dann gibt es einen Epigraph, das heißt, ich, Idiot, ins Gemeinwesen gestellt. Das ist von einem griechischen Gelehrten Pindar. Versteht man alles? Laut genug? Okay. Aber so bleiben. Ich will gar nicht so laut sprechen. So bleiben. In meinem Leben gibt es eine Geschichte, die ich noch keinem Menschen erzählt habe. Und wenn ich jetzt gar spät endlich damit komme, so stammt das zu Erzählende, obwohl ich selber jedenfalls für den Anfang der Geschichte, deren Hauptperson und einziger Handelnder bin, weder in Wort noch in Bild von mir. Die Geschichte hier. Ich habe sie in ihrem ersten Teil in Fleisch und Blut erlebt, leibhaftig wie kaum eine der sonstigen Geschichten meines Lebens. Aber ich weiß von ihr allein vom Hörensagen, aus den Erzählungen anderer, meiner Familie und stärker noch raumgreifender Dritter, der Leute aus dem Dorf. Wenn nicht mit noch größerer Nachwirkung heute aller der mir völlig Unbekannten aus den umliegenden Ortschaften und noch weit darüber hinaus. Nicht bloß, dass ich ohne Erinnerung bin an damals, ohne eine auch nur andeutende Spur im Gedächtnis, ohne, wie heißt es, die leiseste Ahnung. Ich sei schon zu fraglichen Zeit, wie ich im Nachhinein dann zu hören bekam, nach Aussage der einen nicht bei Bewusstsein oder gemäß Aussage der anderen nicht bei Sinnen gewesen, ohne Bewusstsein. Das war die Version der Familie. Eine Art des Schlafwandlertums, von welchem schon nicht wenige Vorfahrensgeschichten überliefert waren, bei meiner Person mit der Variante des Schlafwandelns auch tagsüber. Von Sinnen aber war ich zu jener Zeit in den Augen all der anderen jenseits des Familienkreises. Außer Haus galt es in der Gegend als eine Tatsache, dass es sich bei mir um einen Besessenen handelte. Besessen nicht allein von einem, sondern von mehreren, vielen, gar unzähligen Dämonen. Außer Haus. Dazu passte, dass ich, so wurde mir danach erzählt, im Verlauf der Begebenheiten aus unserem heimischen Anwesen ausgebrochen sei und sage und schreibe, mein Zelt, ein sehr kleines, außerhalb der Siedlung aufgeschlagen hätte, in einem Friedhof, nicht dem aktuellen, vielmehr dem alten, dem ehemaligen, mit den in der Mehrheit längst aufgelassenen und überwachsenen Grabstätten aus den 2 vergangenen Jahrhunderten. Meine Arbeit als Obstgärtner, Hauptberuf schon von Jugend an, sei, so hieß es weiter, während jener Warnperiode von meiner einzigen Schwester übernommen worden. Wenn vorhin von Familie die Rede war, so meinte ich damit die Schwester allein. Vater und Mutter lebten schon lange nicht mehr und es gab in dem Haus und drumherum einzig uns beide. Und schon vor meinem Schlafwandeln bzw. außer mich geraten, war mir die Schwester in unseren vielfältigen Obstgartenbezirken rund ums einstige Elternhaus zur Hand gegangen. Sie sei es auch gewesen, die mich dann an meinem Platz in der hintersten Ecke des vorzeitlichen Friedhofs, wenn nicht täglich, so doch 1-2 Mal die Woche mit dem Nötigsten versorgt habe. Das Nötigste. Nach der Erzählung der Schwester hätte ich Schlafwandler-Existenz kaum etwas nötiger gehabt, außer vielleicht die heimischen Äpfel, die Jonathan, Boskop, Ontario und vor allem die Grafensteiner, gepflanzt vom Vater einst im Vorkrieg, und dazu das Hausbrot mit den eingebackenen Bucheckern und Haselnüssen, schon zuvor seit der Kindheit meine Leibspeise, welche mir aber in der fraglichen Zeit noch besonders gemundet haben soll.
Hier jetzt endlich eine eigene Erinnerung. Auch ich, der Obstgärtner, damals noch mehr oder weniger bei klarem Verstand und sage ich, dank meiner Tätigkeit die Geistesgegenwart in Person, muss dann und wann etwas Seltsames, nicht ganz Geheures, ja Unheimliches an mir gehabt haben. Vor allem manche Kinder schienen das, und zwar schon bei weitem, zu erwittern. Nicht wenige, die bei meinem Anblick auf der Stelle kehrt machten, freilich nur für ein paar Schritte, worauf sie stehen blieben und wie das Füchse tun, den Kopf auf der Schulter zu mir zurückäugten, und es war dann ich, der jeweils einen Bogen um das Kind machte, um ihm die Angst zu nehmen. Il y a dans ma vie une histoire que je n'ai encore racontée à personne, et quand maintenant, bien tard, j'y arrive enfin, le récit ne vient pas de moi, ni en mots, ni en images, bien que je sois au début, en tout cas, le principal et seul protagoniste. Voici l'histoire. Je l'ai vécue physiquement, dans la chair et mon sang, comme peu d'autres histoires dans ma vie. Et pourtant, je ne la connais que par ouï-dire, par les récits de ma famille et plus fortement, plus amplement encore, des gens du village, voire, avec encore plus d'effet aujourd'hui, par les récits de tous les inconnus des lieux avoisinants et au-delà. Je ne suis pas simplement sans souvenir de cette époque, sans la moindre trace en mémoire, ou comme on dit, la plus petite idée. J'étais en ce temps-là inconscient, au dire des uns, ou bien selon les autres, sans toute ma tête. Sans conscience, c'était la version de la famille, une sorte de somnambulisme à l'origine de plus d'une histoire d'ancêtres chez nous, chez moi aussi bien dans la variante journalière. Pas toute ma tête, c'était aux yeux de tous les autres, en dehors du cercle familial. Hors de la maison, dans la région, on considérait comme un fait que j'étais possédé, non par un seul, mais par plusieurs, d'innombrables démons. Hors de la maison, c'est que j'avais, m'a-t-on raconté plus tard, déserté le domaine familial et planté ma tante, une toute petite, dans un cimetière au-delà des habitations. Non pas l'actuel, mais le vieux, l'ancien, où la plupart des tombes qui dataient des 2 siècles passés étaient à l'abandon et recouvertes par la végétation. Pendant cette période de folie, dit-on encore, mon travail de fruiticulteur, métier principal depuis ma jeunesse, aurait été assuré par mon unique sœur. C'était elle, ma sœur, que j'entendais jusqu'ici par famille. Père et mère ne vivaient déjà plus depuis longtemps. Il n'y avait que nous deux dans la maison. Et bien avant mon somnambulisme ou mon être hors de moi, la sœur déjà me prêtait main forte dans les vergers qui s'étendaient autour de la vieille maison des parents. C'était elle aussi, plus tard, qui venait m'apporter le nécessaire, sinon tous les jours, du moins 1 ou 2 fois par semaine, au fond du cimetière préhistorique. Le nécessaire. Selon le récit de ma sœur, mon existence de somnambule ne nécessitait presque rien, sauf peut-être les pommes locales, les Jonathan, Boscop, Ontario, et surtout les Gravensteiner, plantés par le père avant-guerre. Et le pain maison, fait au chêne et aux noisettes, ma nourriture préférée déjà dans l'enfance, mais dont j'aurais alors particulièrement raffolé. Ici, maintenant, enfin, un souvenir personnel. Moi, le fruiticulteur, tel que j'étais à l'époque, plus ou moins lucide, mais grâce à mon activité, la clarté d'esprit en personne, devait avoir par moments quelque chose d'étrange, de louche, d'inquiétant même. Certains enfants, surtout, paraissaient le flairer, et de loin. Beaucoup, en m'apercevant, faisaient demi-tour, quelques pas seulement, puis s'arrêtaient et me regardaient par-dessus l'épaule, comme font les renards. Et c'était moi, alors, qui devais contourner l'enfant pour lui ôter sa peur. Je reste assis parce que la lumière est mieux comme ça.
Und wieder fügte oder ergab es sich, dass meine Schwester und ich dabei am Ufer eines Sees standen, des einzigen unseres Landes, mit dem anderen Land dem Ufer gegenüber. Ein paar Männer zogen ein Fischerboot aus dem Wasser und blieben noch eine Zeit lang einen Halbkreis bildend stehen. Aber nicht das war es, was ich dann sah und was mich jetzt und jetzt und noch einmal jetzt, nach einer jahrelangen fast Bewusstlosigkeit, Schlag auf Schlag wieder zum Bewusstsein brachte. Was mich weckte und mich zurück zu mir von früher kommen ließ, das waren die Augen des einen Mannes, welcher in der Mitte des Halbkreises stand. Obwohl in einiger Entfernung zu mir und meiner Schwester und dazu einem von der Seeoberfläche noch verstärkten Gegenlicht, war das Pupillenpaar mir ganz nah, näher nicht möglich und klar umrissen, und wenn auch ohne eine bestimmte Farbigkeit. Und ich wusste mich von diesen Augen angeblickt, wie ich noch kein Mal von einem Menschen angeblickt worden war. Nicht allein ein Anblicken war das, sondern darüber hinaus, wieder nein, daneben, ein Zuschauen, ein rein mitgehendes, selbstlos teilnehmendes, freundschaftliches. Es wollte dabei auf keinen Fall gesehen werden und wurde doch gesehen. Und wie? Mein Herz blieb stehen und schlug nach einem Augenblick weiter, stärker denn je. Da war er endlich, der gute Zuschauer, wie er mir all die Zeit meines Wahns so Not getan hatte. Und wahrhaftig, im Nu war ich ihn los, den Dämon. Fuhren sie aus mir, die Dämonen. Von Gestank dabei freilich keine Rede, es war, als ob sie eher bloß so verduftet seien. Und jetzt im Aufschreiben der Geschichte wird mir auch wirklich echt eine Duftwolke in die Nase, ein gar nicht so übles Gemisch rarer Parfums, die jeder, der das liest, sich selber nachkommen lassen möge. Was hieß da guter Zuschauer? Es hieß zum Beispiel Folgendes: Sein Zuschauen war zugleich auch ein Hinschauen und ein Hören. Ein Hinhören, auch wenn es gar nichts zu hören gab. Und der gute Zuschauer erwartete, so anders als viele der aktuellen wie auch organisierten Zuschauerschaften, für sein Zuschauen weder Lob noch Lohn, und er übte sein Zuschauen vor allem nicht aus im Interesse eines Marktes oder Bewahre der Macht, jedenfalls keiner käuflichen oder institutionalisierten. J'ai lu avec des lunettes, j'ai été présomptueux. Mais les gens de mon âge aussi, et les vieux par-dessus tout, les très vieux notamment, me faisaient entendre qu'ils ne savaient pas quoi faire avec le fruiticulteur. Il y a quelque chose qui cloche chez toi, rien qu'à voir ta colonne vertébrale. Les expressions étaient en vogue dans le village, ainsi le dicton « lunatique comme un fruiticulteur » ou « avec le regard mauvais d'un fruiticulteur » ou « plus fruiticulteur qu'un fruiticulteur » ou « son Altesse le fruiticulteur » ou encore, plus amical, « farouche et ombrageux comme un fruiticulteur ». Selon ma sœur, ces méchants avis sur ma personne, du reste épisodique et révolus dès le lendemain, venaient de ce que, jeune garçon, peu après le lycée agricole, j'avais écrit un livre sur la culture des arbres fruitiers, une simple brochure sur les 3 façons de palisser les arbres, dont le village n'avait retenu que la rumeur nommée livre,
comme quelque chose d'étranger à notre région, un signe d'arrogance, sinon une affirmation de pouvoir et d'un pouvoir faux, falsifié. Le fruticulteur se fout le pouvoir. Les années de ma possession firent ensuite de moi aux yeux des autres le mal sans équivoque, le suppôt du mal, un incurable mauvais. Telle était en effet, d'après ma chère sœur, l'impression que laissait chacune de mes apparitions hors de mon cimetière. Quand je me faisais voir dans la rue du village, ce qui se produisait n'était pas un simple évitement collectif, mais une fuite générale à l'intérieur des maisons. Tu effrayais, tu semais l'effroi, et ça ne venait pas de ta tenue. Tu réussissais chaque fois, qui sait comment, à surgir de ton refuge habillé correctement, avec élégance même, ni de je ne sais quelle action, on ne t'a jamais vu agir. Tu traversais le lieu sans grand geste, sans même rien pointer du doigt. Le murmure était audible, amplifié comme à travers un haut-parleur d'un bout à l'autre du village. Ce qui sortait de moi, insulte et harangue toujours, et toujours neuve, autre, et toujours inouïe, et plus inouïe encore. Impossible de dire avec certitude qui ou quoi mes diatribes et mes insultes visaient. Des êtres singuliers, en tout cas, rarement un groupe ou un ensemble. Et d'après ma sœur, il semblait parfois que ce fût moi seul, l'incorrigible, le pauvre bougre, le suppôt de l'enfer, le sous-homme, le microbe, le fruit vermoulu que j'insultais. Et un signe que ces invectives s'adressaient à moi-même, une fois seulement, j'aurais haussé un peu la voix dans ma tirade à travers le lieu, et rien qu'une ou deux fois, pendant mes années de folie, laissé éclater un grand, non, un petit cri. Ma sœur avait chaque fois l'impression, quoique furtivement, que je jouais un jeu, ou bien qu'un jeu sans préméditation ni action de ma part se jouait en moi. Un jeu étrange auquel ne manquaient que d'autres joueurs, d'autres prêts à jouer. Pas un, ni deux, ni plusieurs, non, beaucoup. Et l'effroi, la presque épouvante que je répandais, se serait évaporé dans l'air joueur. Et quelle danse c'eût été! Mais que mon comportement eût été ou non une exhortation au jeu, nulle part et jamais les autres ne vinrent à ma rencontre et jouèrent avec moi. À la place, d'étaler et encore d'étaler devant ma modeste personne les gens beaucoup des années durant. Cela semblait clair. La quasi-épouvante que mon soliloque inlassable diffusait dans le peuple virerait un jour à l'épouvante en acte, à la tuerie, au massacre, comme la région, le pays, le monde n'en avait encore jamais connu. Et comme j'étais fatigué pourtant de ces tournées d'insultes et de menaces entre les vieilles et les nouvelles et les toujours mêmes maisons du pays autrefois si cher à mon cœur. Et comme avec le temps, je sentais que ce n'étaient pas les autres qui avaient besoin de moi, mais plutôt dans l'intérêt de la peur, comme preuve impérieuse de son existence, moi, en apparence, le dangereux possédé qui avait besoin d'eux. Fatigue et besoin, besoin et fatigue, une parole de chanson. Il me revient maintenant qu'un jour, au milieu de mes zigzags, je m'étais affalé soudain muet, remuant juste les lèvres sans bruit sur le haut seuil de pierre d'une des dernières vieilles maisons du lieu, et que j'étais resté assis là et assis là encore, jusque longtemps après les premières étoiles. Dans mon souvenir, invisible, vu de personne, ou bien si, mais alors pas comme un spectre d'effroi, pas même comme une figure de menace. Maintenant, à ma table d'écriture, dans la cabane du jardin, des décennies plus tard, je me sens et me sais être assis sur ce seuil de granit. Et cela ne vient pas des récits de ma sœur ou des autres. Je le sais par moi-même, et par moi seulement, au plus profond de moi. Et cela vient de ce que j'ai enfin commencé d'écrire, cette histoire, que j'ai laissé venir les mots qu'il lui fallait, qu'un rythme accentuant les mots s'est instauré, ou semble s'être instauré. Écrire m'a réveillé et m'a montré assis sur le seuil, tel que j'étais, lucide dans ma fatigue, sans trace de somnambulisme ou de démonerie. Cela reste maintenant et ici la seule image de moi, de cette époque. Et en vérité, ce n'est même pas une image. Ce souvenir ne donne rien à voir, ni le seuil, ni moi-même, seulement à sentir. Que j'étais assis là, plus éveillé que jamais, avec toute ma tête, plus raisonnable que jamais, ce qui veut dire ici
on ne peut plus paisible. La suite, telle que je l'envisage ou l'imagine à présent, fut que le lendemain peut-être, ou la nuit même, folie et fureur jaillirent de moi avec une rage d'autant plus aveugle. Qu'importe. D'après les récits, cette fois concordants de ma sœur et de tous les autres, la dernière période de mon être hors de moi, avant que les démons me quittent, comme par miracle, fut la plus violente et cependant la plus risible, la plus difficile à prendre au sérieux. Je maudissais la création tout entière. Non plus seulement dans mon village et les autres de ma région d'origine, mais à travers tout le pays qui était certes petit. Et non plus la main devant la bouche, mais à pleine gorge, à grands cris, sans jamais m'enrouer la voix, comme l'ont rapporté plus tard, littéralement, tel et tel autre. Rien dans la création ne trouvait justice à mes yeux. Rien d'elle n'avait de valeur pour moi. Le moindre petit détail et son contraire avec me scandalisait. À bas la création, scandais-je comme un vers qui se répète de strophe en strophe, en point d'orgue à mes invectives, contre ce phénomène céleste terrestre, aussi innocent qu'inoffensif. J'avais hué un passant parce que ses bras balançaient en marchant, le suivant parce qu'il les avait raides et collés au corps. Je rabrouais d'un ta gueule les rossignols qui triaient à la cime des arbres. Un front haut m'était trop haut, un moins haut trop bas. Une voix de basse m'irritait et m'offensait autant qu'une voix de ténor. Maudite toutes les épaules larges et maudites les épaules étroites, les longues jambes aussi ridicules que les courtes. Laid que vous êtes avec vos lèvres fines, et autrement laid, vous aux lèvres charnues. Et pourquoi faut-il toujours que vous soyez ou absurdement bruyants, ou silencieux comme des loups? Les mentons fuyants, même scandale que les mentons prognates. Les nez aquilins, aussi disgracieux que les nez épatés. Les petits seins, aussi impudiques que les gros. Les cheveux blonds, aussi fanés que les tout blancs. Laid, laid, affreusement laid. Et laid par-dessus tout, vous, les sans signes distinctifs, vous, l'écrasante, l'envahissante majorité sur terre, vous, à la démarche normale, aux fronts normaux, nez normaux, lèvres normales, joues normales, épaules normales, et vous, les nouveaux-nés, aux traits comme décalqués sur ceux de vos normaux de père et mère, et qui annoncent déjà affreusement, dès votre premier jour dans la lumière du monde, le visage que vous aurez dans 30, 40, 50 ans, et cela, hélas, sans un seul nouveau-né ou presque, qui est, comme ceux d'autrefois, un visage ancien, le visage d'un vieillard ou d'une vieillarde. Et l'immuable, aussi infamant que l'infâme changeant. Les fleurs du pommier, 5 pétales, 6 au plus, depuis toujours. Celles du poirier, qui sentait la charogne dès le début. Et vous, fleurs de coin à la blancheur éternelle, quand allez-vous enfin changer de couleur? Ou au moins vous autoriser ici et là une vénule soyeuse et rougeoyante? Redresse ta tige, trèfle, qu'enfin tu ne plies plus sous le poids d'un bourdon. Et tous ces crânes de chevaux qui tirent en longueur dans le paysage, et les circuits immuables de tous les papillons, et les spirales si prévisibles, suivant la force ou l'absence du vent des feuilles qui tombent, et l'éternel vol en zigzag des hirondelles, et la luisance des lucioles, et le halètement de noces des hérissons. Et vous aussi disparaissez, cou de cygne, taille de guêpe, crinière de lion, saut de chamois. D'un côté, le visible, si dérangeant et révoltant d'être visible, l'évident, à vous tuer les nerfs et l'âme d'évidence, et de l'autre côté, l'invisible. Et pas seulement le rossignol dans l'arbre, le grillon dans l'herbe, l'alouette au zénith, invisible à vous rendre fou, invisible d'alpha à oméga, invisible à en haïr, haïssable bleu du ciel, à bas la création. Ça va, c'est pas trop chaud. Ouais. Juste, il y a des gens qui vont pas les laisser. Attends, laisse un peu les verres. Ouais.
Faites la place pour ceux qui en ont. S'il vous plaît, vous entrez. Sinon, on va fermer la porte. Excusez-moi, parce que... Je suppose que presque personne comprend l'allemand, non? Hein? Oui, moi. Je suis allemande. Une, Non, non, il y a beaucoup de... deux. Et le monsieur qui parle, il comprend. Non, moi aussi, je comprends. Bon, je veux quand même lire la fin de ce livre, 4 pages. Bon. Changer de place, André. Passez-lui une seconde la lumière. Non, Ça changera rien. Si, parce que c'est vrai qu'il n'a pas la lumière. Bon. Letzte Nacht hatte ich einen Traum, wo ich zurück war in meiner Nische auf dem einstigen Steppenfriedhof. Es war daraus ein Verschlag geworden oder bloß eine einzige Bretterwand. An der hing ein Spiegel, ein prächtiger, wie frisch geputzt. Als ich davor trat, erschrak ich nicht bloß, es packte mich ein Grauen. Ein Fremder schaute mich an, ohne die geringste Ähnlichkeit mit mir, ein so völlig Unbekannter wie eben nur ein Unbekannter im Traum. Doch mit dem ersten Wimpernzucken wich das Grauen einem Staunen und aus dem Staunen wurde Zutrauen. Denn so gar nichts von glühenden Augen, gesträubten Haaren, geblähten Nüstern. Ein so müder wie sanfter Mann blickte mir entgegen, von dessen Lippen ich erst einmal ablas, keine Angst. Dazu im Spiegel ein Hintergrundleuchten wie das von unbekannten Sternen und Planetensystemen im Universum. Qui parle? Oui. Ja. C'est peut-être besser, non? Oui, c'est bien possible. Für einen Traumzeit, beiderseitiges Schweigen samt Nachtwindrauschen in einem einzigen Steppenbaum, das sich wie ein Einflüstern anhörte. Darauf folgend das weitere Lippenablesen, von dem ich mich Satz um Satz, Ruck um Ruck angestupst fühlte, wie einstmals beim Schwimmen in einem Gebirgsfluss, von den Lippen, dem Maul einer Forelle, hinten in den Kniekehlen hauchzart, ein Friedenswerk, wenn je ein Werk. Gesellschaftswesen, schon recht. Aber bist du nicht auch noch ein grundanderes Wesen, ärmer und so viel reicher und schon recht dein harmonisches, deine Harmonien beim sich in die Kurve des Daseins legen, beim Dasein perlen lassen, im Sein, dem Freudenstoff? Wo ist aber das Widerständische? Wo ist der Widerstand geblieben, der Teil deines Naturwesens ist, des Ungesellschaftlichen, auch nicht zu vergesellschaftenden, zeitweise gar gesellschaftsfeindlichen? Ja, wo ist er geblieben, der Widerstand?
nicht bloß als Teil, als Kernstück deiner Natur und das zum Glück nicht allein für dich. Mag ja sein, dieser Widerstand, das unausrottbar Widerständische im Wesen ist eine Krankheit, aber die ist auch gesund und macht gesunden und wieder zum Glück nicht allein dich. Ohne ihn, ohne sie, ohne es wird nichts. Ohne es, ohne ihn, nichts als Dasein und Dortsein und ewig seelenloses Sein. Werden. Werden. Mit mir, mit dir ist etwas los. Zwischen dir und mir geht es hoch her, will und soll es hoch hergehen. Ja, du bist und noch einmal zu unserem Glück, wir zwei, und auf diesem Fundament gleich, ob dazu auserwählt oder verurteilt, werden wir bis ans Ende unsere Luftschlösser bauen. Wir, du wie ich, wollten ja nie etwas bauen. Bloß nichts Festes, nur nichts Massives, bloß nicht den armen Planeten noch mehr vollbauen, totbauen. Aber Luftschlösser, die unseren, die sind was anderes. Ein Durcheinander das? Ja, zurück mit uns ins Durcheinander und schreib dir das auf einen Zettel und näh dir den ins Gewand oder steck ihn dir in den Arsch. Mahlstrom der Zählzeit, Karawanenstraßen einer anderen Zeit, Salz gestreut ins Buch unserer beider gesunder, unserer beider aller Leben. Und dann zeigte sich am Gesicht des Fremden im Spiegel doch mir Bekanntes, ja Vertrautes. Im Bart, zwischen all den braunen, grauen und schon weißen, die 2, 3 Haare, die rot waren und so geblieben waren, rot wie am ersten Tag. Ein Rot mit einem Stich ins Hornissengelb. Mir aus dem Spiegel entgegengereckt, gleich Stacheln, gefährlichen, giftigen. Doch war das nur Schein, mitsamt diesen gelb-roten Bartspitzen, wie eigens für den Traum noch vermehrt, hatte ich vor mir nichts als ein Menschenkindgesicht. Unwillkürlich, wie weggewirbelt vom Spiegel, umarmte ich mich, schloss mich im hintersten Winkel des wie unter das Meeresniveau abgesunkenen Friedhofrests in die Arme. Es war eine helle Nacht und oben auf den auch wie eigens für den Traum vermehrten und hoch aufgeschossenen, inschriftlos gewordenen Grabsteinen bildeten die schlafenden Vögel dort in Zugvögeltausenden eine Skyline. Jubel stieg in mir auf und Abenteuerlust. Ich blickte über die Schulter in eine Schwärze der Schwärzen. Schwärze wie nur im Traum und stieß einen nicht so gemeinten oder vielleicht doch so gemeinten Kriegsschrei aus, den ich schlafend hörte als unartikuliertes Gekrächz und rief dann jetzt ein klares Rufen hinein in die Leere. Seid ihr alle da? Merci beaucoup André et Rüdiger. Maintenant Julien, si tu veux nous dire un tout petit peu de tes secrets de traducteur. Je ne suis pas Avec sûr l'histoire. d'avoir des secrets, mais parler un petit peu de mon expérience assez récente de traduire Peter. Mon expérience assez récente de traduire Peter Handke, donc c'est celui-ci le 3e livre que j'ai traduit après la 2e épée et pièce de théâtre l'an dernier, Zdenek Adamek. Et j'espère qu'il y en aura d'autres, il y en a a priori d'autres. Et
c'est une expérience nouvelle déjà pour moi de traduire un auteur aussi important que Peter Handke, et puis en plus qui... voilà, quand on est traducteur, parfois on traduit des auteurs qui ne sont plus là, ou qui sont très loin, avec lesquels on n'a pas de contact, ou avec qui l'échange est difficile, aussi souvent des écrivains qui ne sont pas forcément... On n'entend pas du tout. Je suis désolé, mais... Et je suis sourd en plus. Ah oui, mais là... c'est pas de ma faute. Et évidemment, en plus, Peter Handke, qui était un excellent francophone, et puis en plus qui... Et qui est... Moi, je suis pas acteur. Hein. Et qui habite à Paris, et donc qui porte une attention toute particulière à la traduction de ses livres en français. J'imagine que c'est sans doute celle, dans toutes les langues où il est traduit, qui lui tient sans doute le plus à cœur. Et ce que j'ai trouvé merveilleux, très déroutant, mais au fond très stimulant, la première fois que j'ai parlé avec Peter justement de la traduction de l'idée de comment traduire ses livres, puisque j'avais fait d'abord un essai sur un texte qui s'était avéré pas concluant, parce que j'avais pris un parti pris de traduction qui je m'étais un peu trompé. Et il m'avait beaucoup étonné parce qu'il m'avait dit, et je trouve une très grande leçon, mais c'est très rare les écrivains qui disent ça, qu'il m'a dit qu'il y a à la fois une grande liberté et en même temps une fidélité. Il avait parlé, je crois, son expression, c'était de fidélité infidèle, ou d'infidélité fidèle. Je crois que c'était plutôt la fidélité infidèle. Et notamment parce que je lui faisais remarquer, il en est tout à fait conscient, qu'il y a des passages, notamment certaines choses qui sont typiquement allemandes, qui sont impossibles de rendre, par exemple, tous ces jeux qu'on a entendus dans l'allemand sur le gute Zuschauer, le bon spectateur, mais évidemment avec tous les verbes à préfixes en allemand, il y a des hinschauen, anschauen, zuschauen, et évidemment en français, il faudrait utiliser 4 verbes différents qui en plus n'auraient pas exactement la même précision, donc il y a beaucoup d'écueils comme ça concrets, en plus des questions de rythme, de son, etc., mais même sur et Peter avait eu cette phrase merveilleuse, qui était un étonnement, mais une sorte de joie aussi pour un traducteur confronté à ces difficultés. Il m'a dit, mais ça c'est pas grave, tu coupes. Et j'avais trouvé ça formidable qu'ils disent en effet que parfois, oui, on ne peut pas y arriver si ça ne rend pas, si ça ne sonne pas, si ça tombe à côté, il ne faut pas forcer la langue. Et donc, en effet, parfois, couper, alors évidemment, je vous rassure, l'original a à peu près la même taille, on n'a pas enlevé 50 pages en français, évidemment, jamais, mais j'ai trouvé que cette liberté qu'il accordait, qui est une grande responsabilité aussi pour le traducteur, de choisir, de savoir dire, là, je pense qu'on ne peut pas faire ça, qu'on peut... Et il y avait notamment dans celui-ci, Ma journée dans l'autre pays, je me rappelle, une page entière avec des très très beaux jeux de mots en allemand, sur des expressions idiomatiques, et il y avait un jeu comme ça et qui était absolument impossible à restituer en français, et donc il y avait un passage voilà, qui est... et donc moi je suis très... j'aime énormément cette expérience de traduire Peter Handke justement pour ce dialogue avec l'écrivain et pour cette confiance, une confiance qu'il accorde au traducteur, et en même temps une très grande rigueur aussi dans l'idée de retranscrire le rythme, de ne jamais tomber ni dans le précieux ni dans le banal, par exemple justement. Il n'est jamais banal, surtout. Exactement, mais quand on traduit, parfois on peut vouloir tendance soit à simplifier, évidemment, soit au contraire ce qui nous paraît un peu trop obscur ou qui paraîtra tel au lecteur, ou un peu trop compliqué. Au contraire, à rendre plus précieux. Voilà. Et avec Peter Handke, il insiste toujours sur cette idée qu'il faut garder un équilibre, ne jamais tomber dans l'idiomatisme, par exemple, ou formule banale, et en même temps ne pas être trop précieux. Qu'est-ce que je puis dire d'autre sur Il fait très chaud, je ne me rends pas compte. Ouais. Merci Julien. C'est bon ? On va encore un tout petit peu retenir l'attention
des bons spectateurs que vous êtes, des gute Zuschauer, où vous pouvez plus. On veut lire, Pierre et moi, on peut ouvrir un petit peu. Pierre et moi, on aimerait lire chacun, c'est pas long, mais comme c'est les 1 an aujourd'hui de la librairie, je l'ai dit ou pas? Non. C'est pour ça que j'ai parlé des étoiles. J'avais même pas nommé le livre qu'on allait lire, enfin bref, excusez-moi. Donc ce soir, aujourd'hui, jour pour jour, et c'est encore un heureux hasard cosmique, hein, que c'est le jour de la sortie du livre de Peter Hanke et le jour donc des 1 an de la librairie. Le 7 mars, il y a l'année dernière, on a fait une fête le 9 mars pour le 9e pays. 9e pays justement, qui a un nom emprunté. J'ai eu le droit d'utiliser ce nom pour la librairie parce que qui vient du livre Le recommencement die Wiederholung de Peter Hanke, et dans lequel à la fin du livre, il raconte, il fait une espèce d'éloge, hymne à la narration, au récit. Et il a repris mais ça on le sait un peu avant dans le livre, mais je ne vais pas aller remonter dans le livre, mais juste terminer avec ça, qui est une espèce de métaphore donc pour ce pays de la narration qu'il a transposé d'un recueil de poèmes, de contes slovènes du 19e siècle. Voilà. Donc Pierre, si tu veux bien commencer à lire en allemand, c'est juste un paragraphe. Et moi je lirai en français, et après on pourra voir. Voilà, donc c'est la tirade finale du livre, die Wiederholung. Soweit der alte Mann. Ich dagegen sehe mich, mag ich auch heute noch sterben, am Ende dieser Erzählung nur in der Mitte meines Lebens, betrachte die Frühlingssonne auf dem leeren Papier, denke zurück an den Herbst und den Winter und schreibe. Erzählung. Nichts Weltlicheres als du, nichts Gerechteres, mein Allerheiligstes. Erzählung. Patronin des Fernkämpfers, meine Herren. Erzählung. Geräumigstes aller Fahrzeuge, Himmelswagen. Auge der Erzählung, spiegele mich, denn allein du erkennst mich und würdigst mich. Blau des Himmels, komm in die Niederung herab durch die Erzählung. Erzählung, Musik der Teilnahme, begnadige, begnade und weihe uns. Erzählung. Würfle die Lettern frisch, durchwehe die Wortfolgen, füg dich zur Schrift und gib in deinem Besonderen unser gemeinsames Muster. Erzählung, wiederhole, das heißt, erneuere. Immer neu hinausschiebend, eine Entscheidung, welche nicht sein darf. Blinde Fenster und leere Viehsteige, seit der Erzählung Ansporn und Wasserzeichen. Es lebe die Erzählung. Die Erzählung muss weitergehen. Die Sonne der Erzählung, sie stehe für immer über dem erst mit dem letzten Lebenshauch zerstörbaren 9. Land. Verbannte aus dem Land der Erzählung, zurück mit euch vom tristen Pontus. Nachfahr, wenn ich nicht mehr hier bin, du erreichst mich im Land der Erzählung, im 9. Land. Erzähler in deiner verwachsenen Feldhütte, du mit dem Ortssinn, magst ruhig verstummen, schweigen vielleicht durch die Jahrhunderte, forschend nach außen, dich versenken nach innen, doch dann, König, Kind, sammle dich, richte dich auf, stütze dich auf die Ellenbogen, lächle im Kreis, hole tief Atem und heb wieder an mit deinem allen Widerstreit schlichtenden und. Mais moi, à la fin de ce récit, et dussé-je mourir aujourd'hui même, je me vois maintenant au milieu de ma vie. Je contemple le soleil du printemps sur ma feuille blanche. Je repense à l'automne et à l'hiver, et j'écris. Narration. Mon saint des saints. Rien n'est plus que toi de ce monde. Rien n'est plus juste que toi. Narration. Patronne du guerrier lointain, ma maîtresse. Narration. Le plus spacieux de tous les véhicules, char céleste.
œil de la narration, reflète-moi, car toi seul sais me reconnaître et me rendre justice. Bleu du ciel, descend jusqu'à l'abîme par la narration. Narration, musique de la sympathie, fais-nous grâce, donne-nous la grâce et sanctifie-nous. Narration, mélange fraîchement les caractères, parcours de ton souffle les successions de mots, assemble-toi en écriture et trace dans le tien notre dessein à tous. Narration recommence, c'est-à-dire renouvelle, repousse encore à nouveau une décision qui ne doit pas être. Fenêtre aveugle et parc à bestiaux vides, soyez l'aiguillon et le filigrane de la narration. Que vive la narration, que se poursuive la narration, que le soleil de la narration brille éternellement sur le 9e pays, qui ne verra sa destruction qu'au dernier souffle de la vie. Exilé du pays de la narration, rentré du triste Pontouxin, successeur que je ne serai plus, quand je ne serai plus, tu me trouveras au pays de la narration, dans le 9e pays. Narrateur dans ta cabane en plein champ, envahi par les herbes, toi, l'homme doué du sens de l'orientation, tu peux tranquillement te taire, garder peut-être le silence dans les siècles des siècles, écoutant l'extérieur, descendant à l'intérieur de toi-même, mais ensuite, roi, enfant, rassemble tes forces, redresse-toi, appuie-toi sur tes coudes, souris à la ronde, reprends une profonde respiration et fais à nouveau entendre celui qui apaise tous les conflits, ton est. Merci pour votre magnifique écoute. Alors maintenant on peut... Peter Hanke ne pouvait pas être là. C'est pas possible pour lui. Il est là, il va peut-être. Mais il a signé tous les livres. Il a signé les livres si vous avez envie. Il a signé les livres déjà, mais ils ne seront pas personnalisés.